Bonjour, moi c'est Jenny Robinson, je suis coordonnatrice de projets et de stages à l'École des hautes études publiques, mais je m'occupe particulièrement des programmes en administration publique et en gestion des services de santé. Donc c'est ça, comme Michel le disait, aujourd'hui on est venu vous parler du programme de la maîtrise en gestion des services de santé. On va vous présenter brièvement le programme, en quoi ça consiste, les conditions d'admission, ce qu'il vous faut justement pour déposer une demande d'admission. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va avoir euh, deux anciens diplômés de la maîtrise en gestion des services de santé qui vont venir vous parler un peu de leur parcours académique, puis aussi de leur parcours professionnel post-diplôme. Donc, nos deux invités, c'est M. Richard Louis. Richard est spécialiste en prévention des blessures au programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick, puis il est diplômé de la MGSS en 2013. On a aussi Véronique Manuel, qui est conseillère à l'expérience patient pour la zone Beau Séjour avec le réseau de santé Vitalité, qui elle, est tout récemment diplômée en 2020 de sa maîtrise en gestion des services de santé. Donc, eux viendront discuter avec vous là, un peu plus tard ce midi. Puis, on aura une session de discussion tous ensemble après où on va pouvoir recevoir vos questions. Là. Je te reprête la parole, Michel. Donc, voici l'agenda de la journée, de l'heure à venir. Donc, on s'est déjà présenté, puis Richard et Véronique vont pouvoir se présenter plus lors de leur présentation. On va présenter une liste assez rapide des autres programmes au niveau du doctorat et de la maîtrise qui sont offerts ici à l'Université de Moncton. Jenny va pouvoir ensuite présenter les critères d'admissibilité et plus de détails par rapport à la maîtrise en service de la santé, en service de gestion de la santé. Et ensuite, on aura les témoignages et la période de questions à la toute fin. Donc, tout au long de la présentation, on vous demanderait de lever la main si vous avez une question. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, que ce soit par rapport au processus d'admission, que ce soit directement lié à nos deux diplômés par rapport à leur expérience ici à l'Université de Moncton ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez également les mettre dans le clavardage, donc dans le chat. Vous pouvez les écrire, puis pendant la période de questions, on va s'assurer de toutes les lire et d'essayer du meilleur possible de les répondre. Aussi, on vous demanderait de garder votre micro éteint lors de la présentation. Juste par respect des présentateurs. Puis voilà, si ça vous tente, vous pouvez allumer vos caméras aussi. C'est toujours plus agréable de voir vos beaux visages. C'est plus agréable pour les gens qui parlent. Donc, je vous invite à allumer votre caméra. Puis aussi, malheureusement, on n'a pas de temps de faire un tour de table, mais je vous invite à vous présenter dans le clavardage, donc dans le chat. Par exemple, vous pouvez dire bonjour, moi c'est Michelle Nolan. Et pourquoi vous intéressez à ce programme spécifiquement? Moi, je m'intéresse à MGSS parce que. Vous pouvez déjà vous présenter dans le chat. Ça va nous faire plaisir de vous lire pendant la présentation et même après. Donc, encore une fois, bienvenue. Puis, je vais retourner la parole à Jenny pour qu'elle vous présente le programme. Ah non, c'est encore moi, excuse-moi. Oui, donc rapidement, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais j'en profite pour vous présenter justement les différents programmes qui sont offerts ici à l'Université de Moncton au niveau de la maîtrise et au niveau du doctorat. Donc, on offre deux types de programmes. Dont la maîtrise en gestion des services de la santé. Donc, les deux types de programmes, c'est la maîtrise avec thèse. Donc, ces maîtrises-là sont plus axées sur la recherche. On a de différentes disciplines, là, des sciences, on en a en éducation, en sciences sociales. Donc, si vous voulez plus de détails par rapport à ces programmes-là, vous pouvez aller sur notre site web à umoncton.ca, FESR. Donc, on a un répertoire avec tous les programmes qui sont là et la description de chacun des programmes. S'il y en a de ceux-ci qui vous intéressent, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais mettre mon adresse courriel dans le chat, dans le clavardage.
et vous pouvez m'écrire avec toutes vos questions. On a aussi des maîtrises plus professionnelles, comme celles qu'on va présenter aujourd'hui, qui sont moins axées sur la recherche. Donc ça peut être intéressant aussi. On a des programmes de doctorat plus axés sur la recherche, on a un peu moins, mais il y a quand même ces programmes-là qui sont disponibles soit en éducation, psychologie, en littérature, sciences de la vie, sciences du langage et en sciences physiques. On a aussi un doctorat professionnel en psychologie, donc qui est plus axé sur la clinique. Donc, je vous invite à aller consulter ces programmes-là. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Je vais ajouter mon adresse courriel dans le chat. Bien, je reprends la parole pour vous présenter le programme de maîtrise en gestion des services de santé pour lequel vous êtes intéressé ce midi. Donc, les grands objectifs de ce programme-là, c'est de contribuer à un accès étendu de francophones à des postes de responsabilité administrative dans le secteur de la santé, d'être capable d'identifier et d'évaluer et de résoudre aussi des problèmes complexes liés à la gestion des services de santé, d'anticiper les directions à venir dans la gestion des systèmes de santé, puis dans les transformations continues, puis aussi développer des compétences en gestion, parfaire vos connaissances, puis avoir une compréhension plus adéquate là, du milieu en matière de la santé. Le programme de maîtrise en gestion des services de santé, c'est une maîtrise professionnelle. Hein. Tantôt, Michel parlait des maîtrises à thèse puis des maîtrises professionnelles. Ben ça, c'est un programme professionnel. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de thèse puis pas de mémoire dans le cadre de ce programme-là, mais vous aurez la possibilité d'avoir une expérience de travail. Donc, il y a un stage qui est obligatoire dans le profil initial du programme. C'est un stage de 12 semaines qui va se dérouler entre votre première année puis votre deuxième année de votre parcours. Le programme s'offre à temps plein, donc c'est un 2 ans à temps complet, 48 crédits. Il s'offre également à temps partiel là, pour la formation continue. On a différents formats de cours dans le cadre de ce programme-là. Vous allez avoir des cours en présentiel, des séminaires, on a aussi des cours médiatisés. Puis aussi, on a un excellent programme de bourses, des bourses de recrutement pouvant aller jusqu'à 7 000 $. Les conditions d'admission. Ben, pour être admissible à la maîtrise en gestion des services de santé, vous devez posséder un baccalauréat ou l'équivalent. On parle d'équivalence pour les étudiants internationaux qui souhaitent venir étudier ici, dans une discipline liée à la santé. Il faut aussi avoir obtenu une moyenne d'au moins 3 sur 4,3, puis aussi avoir une connaissance officielle, là, une connaissance adéquate des 2 langues officielles du Canada. Soumission d'une demande d'admission, c'est assez facile, ça se fait en 3 étapes assez simples. Vous devez remplir le formulaire de demande d'admission là, en ligne, y ajouter votre relevé de notes officielle, puis une attestation de diplôme officielle également, de remplir le questionnaire d'intérêt académique et professionnel qui se retrouve en ligne sur notre site Internet. Donc, dans le clavardage, tout à l'heure, je vais vous mettre mon nom, mes coordonnées et je vous mettrai le lien pour aller trouver ce document-là. Et également fournir 2 lettres de recommandation. C'est également un formulaire que soit un employeur ou un professeur peut remplir, qui se retrouve en ligne au même lien que je vous partagerai tout à l'heure. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous dire pour ma part, pour vous présenter le programme. On souhaite mettre plus d'emphase sur le témoignage de nos anciens. Donc, on va commencer. Je vais donner la parole à Richard Louis, qui est spécialiste en prévention des blessures au programme de traumatologie. Donc, Richard, à toi la parole. Bon, ben, bonjour, merci bien. C'est un plaisir de parler à votre groupe. Pour moi-même, je vais dire honnêtement, je suis en train de regarder ma petite description que j'ai graduée en 2013. Pour moi, ça sent comme si c'était hier. Mais le temps passe assez vite si tu aimes ce que tu fais. Fait pour moi, mon cheminement études-travail, avant de commencer avec le programme de MGSS, moi, ma formation, c'était en médecine.
Moi, ma formation médicale, même avant, j'ai fait mon DSS à l'Université de Moncton. Mais au lieu de faire ma médecine comme mon petit frère et ma petite sœur ici au Canada, moi, j'ai préféré sortir du Canada pour voir comment fonctionne le système de santé, comme l'offre des services de santé dans des autres pays. Donc, j'ai eu la chance d'étudier en République dominicaine, en Angleterre, au Zimbabwe, en Afrique, pour ensuite finir aux États-Unis. J'ai fait un peu de cheminement à travers de quelques régions à travers des États-Unis avant de retourner au Canada. Lors de mon retour, bien sûr, tu peux imaginer, mon intention, c'était de pratiquer dans la péninsule en tant que médecin de famille. Mais pendant mes études pour avoir mon diplôme, ma licence pour pratiquer ici au Canada, j'ai développé un intérêt pour voir vraiment comment est vraiment l'offre des services de santé ici au Canada et plus particulièrement au Nouveau-Brunswick, dû au fait qu'il y avait une poussée du public, surtout dans la péninsule, autant au niveau de la viabilité, de vitalité elle-même et aussi l'accessibilité aux soins de santé dans certains hôpitaux qui étaient menacés de possiblement fermer. Et ici, je parle de l'hôpital de Caraquet et le gros mouvement SOS Hôpital. Dans le temps, tu peux imaginer, j'étais inconnaissant des enjeux, puis pourquoi est-ce que c'était ces différents types de, de pression, que ce soit politique, économique et autres. Et pour moi, c'est là où est-ce que j'ai vraiment développé ma passion. Et j'ai décidé de poursuivre et d'essayer de trouver des réponses à mes questions à travers du programme de MGSS. Et je peux dire honnêtement, c'est là où est-ce que j'ai vraiment appris par l'entremise des différents cours, mais en utilisant les connaissances cueillies pendant ces cours sur le marché de travail ou même en utilisant cette nouvelle perspective, en regardant ce qui sort des nouvelles et des autres sources d'informations, on peut vraiment avoir une meilleure compréhension de c'est quoi l'offre des services de santé dans une région, dans une province, dans un pays. Donc, pour moi, c'était vraiment de développer cette nouvelle façon de regarder les choses pour essayer de trouver des pistes de solutions, pour essayer de bien comprendre c'est quoi les différents types de pression qui s'exercent sur l'offre des services de santé. Donc, pour moi, comme que j'ai mentionné plus tôt, j'ai eu une très belle expérience durant ma formation. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'était, comme que Jenny l'a mentionné, c'était mon expérience de stage. Un peu différemment de mes autres collègues, moi-même, j'ai décidé de faire un stage avec le programme de traumatologie qui, tu peux imaginer, c'était un stage à distance, non rémunéré, mais l'expérience que j'ai développée pendant mon expérience de stage, je peux pas le dire en quelques mots, mais vraiment, c'était crucial pour développer ce que je voulais faire dans le futur sur le marché du travail. Ce qui était intéressant, c'est que une fois gradué, j'ai eu la chance d'appliquer au programme de traumatologie pour une position qui était ouverte. Autant c'était en tant que coordinateur en prévention des blessures. J'ai appliqué et j'ai eu la position. Avec le temps, avec l'expérience que j'ai développée sous mon titre de coordinateur, j'ai développé mes connaissances, j'ai eu des nouvelles responsabilités qui ont fait, avec le temps, j'ai pu accéder à mon nouveau titre de spécialiste en prévention des blessures. Donc, tu peux imaginer, spécialiste en prévention des blessures, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi mes responsabilités? Je peux t'avouer, au début, j'étais dans le même bateau que la plupart des personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Essentiellement, c'était de trouver des façons de rencontrer mes deux
KPIs, qu'on dit en anglais, Key Performance Indicators. Donc, les choses des sources de données qui sont à ma portée, que je dois essayer de changer pour essayer de réduire les chiffres, les nombres. Donc, c'est deux sources de données que je dois regarder pratiquement à tous les semaines, ou à tous les mois, devrais-je dire. C'est le nombre de personnes qui sont vues dans nos urgences à travers du Nouveau-Brunswick. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de réduire le nombre de personnes qui sont vues dans nos urgences à travers du Nouveau-Brunswick, dû aux blessures, bien sûr. Le deuxième, c'est de réduire le nombre de personnes qui sont admises à l'hôpital dues aux blessures. Donc, tu peux imaginer, c'est assez vaste. Les différents types de blessures, que ce soit un petit bébé qui avale des choses qui ne devraient pas être avalées, ou quelqu'un d'un petit peu plus âgé qui décide de sauter sur le lit, des jeunes qui conduisent avec des facultés affaiblies, ou des personnes âgées qui chutent malheureusement et qui malheureusement se cassent une hanche. Donc, tu peux imaginer la panoplie de différents types de blessures qui existent, qu'on voit chaque jour dans nos salles d'urgence et sur nos étages. Donc, pour moi, c'était d'essayer d'utiliser mes connaissances que j'ai acquises pendant ma formation pour essayer de développer une stratégie pour voir comment adresser les différentes problématiques qu'on peut retrouver ici au Nouveau-Brunswick, quand on parle de prévention des blessures. Et aussi utiliser mes connexions que j'ai avec mes autres collègues dans les autres provinces pour essayer de trouver des pistes de solutions qui pourraient être appliquées ici au Nouveau-Brunswick. Donc, comme que tu peux imaginer, ma formation était clé pour essayer de vraiment me retrouver dans ce nouvel environnement, quelque chose qui est assez nouveau comparativement à la prévention des maladies chroniques ou la prévention des maladies transmissibles. Hein? Ça, c'est tous des gros enjeux, ou la prévention des blessures intentionnelles, que l'on parle de la prévention du crime, ou la prévention du suicide avec les offres des services de santé mentaux. Quand on parle de prévention des blessures, c'est une autre raison pourquoi ça m'a intéressé, parce que c'est un nouveau domaine qui n'est pas vraiment exploré à son plein potentiel. Donc, comme que j'ai mentionné, utiliser mes connaissances pour essayer de trouver des pistes de solutions, des choses qui seraient possibles pour les appliquer ici au Nouveau-Brunswick, c'est ça le challenge qui m'intéresse pour essayer de créer le changement qui serait nécessaire ici au Nouveau-Brunswick. Donc, quand on parle d'utiliser cette nouvelle perspective, utiliser les connaissances qui ont été développées pendant ma formation, oui, très clé, mais aussi utiliser le titre avec ma maîtrise en gestion des services de santé pour essayer de débloquer des autres pistes de solutions, d'autres ouvertures. Quand on parle de création de groupes de travail ou la création d'une politique publique, avoir le titre est très important pour essayer d'inviter des autres partenaires clés quand on parle de travail collaboratif. Être capable de démontrer très clairement que ce que tu proposes est basé sur de la bonne information, des données probantes, avec une stratégie, avec une perspective, avec un plan, c'est des choses qui est très recherchées dans le marché du travail. Et si on peut démontrer nos connaissances avec une structure bien organisée, on peut vraiment faire beaucoup plus que quelqu'un ou d'une autre personne, parce qu'on peut imaginer dans le secteur public, et ce n'est pas tout le monde qui a le même type de formation. Donc, mes possibilités de rechercher des personnes pour les faire participer, pour développer des nouveaux programmes, je peux dire, comparativement à d'autres personnes, j'ai beaucoup plus de succès à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas dire c'est
complètement dû à mon titre comme médecin ou ma formation en MGSS ou ma propre personnalité puis ma propre passion au niveau de la prévention. C'est vraiment l'amalgame des trois. Donc, si on a la maîtrise en gestion des services de santé, au moins, on serait un peu mieux outillé que si on n'en a pas. Puis vraiment, c'est être capable de rejoindre d'autres qui ont la même type de formation pour essayer de créer le changement qu'on aimerait avoir. Donc, sur ce, je ne veux pas aller trop loin, mais pour essayer de garder plus de temps pour répondre aux questions qu'il pourrait y avoir. Puis, pour ça c'est une autre chose qui est assez particulière de mon côté, c'est que moi, j'aime redonner. Donc, que ce soit redonné au programme de MGSS, ça, c'est des conversations que je vais continuer d'avoir avec Jenny et autres, Christine Paulin et autres, mais aussi de redonner aux étudiants, aux élèves des autres personnes qui seraient intéressées à la gestion des services de santé parce qu'on a besoin des bons gestionnaires. Donc, moi-même, n'hésitez pas de me contacter pour avoir plus d'informations, que ce soit à travers de ce colloque ou me contacter directement, ça serait un plaisir. Et c'est tout. Merci Richard, c'est intéressant. C'est intéressant d'entendre aussi que, puis comme beaucoup de nos anciens, le stage leur a permis d'accéder à un travail assez rapidement. Puis on entendra sûrement Véronique par rapport à ça. Puis je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat ou à lever la main. On a des gens ici pour répondre à toutes vos questions. La directrice adjointe justement de nos programmes en gestion des services de santé en administration publique est présente dans ce dîner-causerie. On a aussi, qui s'appelle Christine Paulin. On a aussi André Degrasse qui est agent de recrutement au CNFS. Le CNFS, il s'occupe de tous les programmes de formation en santé à l'Université de Moncton. Donc, André pourra peut-être répondre à des questions aussi. En attendant, je vais passer la parole à Véronique, puis après ça, on pourra faire un échange de questions et de commentaires. Allô tout le monde, est-ce que vous pouvez m'entendre? Parfait. Oui. Donc moi, j'ai un parcours, on va dire, un petit peu différent à celui de Richard. C'est que moi, après l'école secondaire, j'ai poursuivi un baccalauréat avec spécialisation en psychologie à l'Université de Moncton. Puis j'ai fini mon bac en mai 2018. Ça fait que comme plusieurs personnes peut-être, je n'étais pas certaine où je m'enlignais avec mon parcours professionnel après mon baccalauréat. Mais une chose que je savais, c'est que je voulais poursuivre mes études dans le domaine de la santé. Ça fait comme vous, j'ai participé à un dîner-causerie. Puis c'est vraiment là que j'ai entendu parler d'expériences de stage, notamment des étudiants. Puis que j'ai appliqué à la maîtrise. Puis que j'ai commencé ma maîtrise en septembre 2018. C'est que moi, j'ai fait ma maîtrise à temps plein pour 2 ans. Puis comme Jenny l'a mentionné, là, c'est tout juste en mai 2020 que j'ai complété ma maîtrise. Ça fait comme Jenny l'a aussi mentionné dans la maîtrise, il y a une expérience de stage de 12 semaines qui se passe entre la première et la deuxième année. Ça fait que vu mon background en psychologie puis mon intérêt marqué que j'ai dans le domaine, j'ai décidé de poursuivre mon stage au Centre de santé mentale communautaire du réseau de santé de qualité. Puis, pour les 12 semaines que j'étais là, mon mandat principal, c'était vraiment de débuter la mise en œuvre d'un service ou une offre de service de soutien en santé mentale pour les proches ou toute personne qui serait affectée par la maladie mentale d'une autre personne. Ça fait que ça, c'est un service qui n'était pas offert au centre, mais que le besoin avait déjà été identifié, puis que les données probantes sur le sujet démontraient vraiment la nécessité d'offrir ce type de service à la population.
Ça fait que, vu que ça n'existait pas au centre, j'ai vraiment dû aller faire une revue de littérature sur le sujet, une étude de terrain pour voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs, qu'est-ce qui fonctionnait. Puis j'ai aussi été déterminer plus en profondeur, c'était quoi les besoins de notre population cible. Ça fait que pendant mon stage, j'ai eu la chance de vraiment mener un groupe de discussion ou un focus group avec les personnes significatives qui étaient affectées par la maladie mentale d'une autre personne. Ça fait qu'en discutant avec eux, on a vraiment pu déterminer c'était quoi le besoin puis comment on pouvait répondre à ces besoins-là pour s'assurer qu'on offrait justement des services qui étaient axés sur leurs besoins. Une fois qu'on a déterminé puis identifié ces besoins, j'ai pu faire une proposition de modèle au directeur des services qui aurait répondu en partie ou complètement aux besoins qui avaient été identifiés. Avec cette proposition, on a pu commencer vraiment avec l'offre de ce service. Ça fait que ça, c'était mon mandat principal lors de mon stage. C'est sûr que j'ai assisté j'ai suivi la gestionnaire pour presque 12 semaines au complet où j'ai vraiment pu l'assister avec des tâches quotidiennes, que ce soit de planifier des réunions d'équipe, de gérer les conflits entre les employés. Puis ça a vraiment permis de me donner une vue d'ensemble, c'est quoi le rôle d'une gestionnaire, puis qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Ça fait que ça, c'était pas mal, de façon générale, mon expérience de stage que j'ai eue. Puis, pendant la dernière année à la maîtrise, je sais que Jenny l'a mentionné un peu, on a un projet d'intégration qui est fait pendant la dernière année en tant que groupe d'étudiants. Puis nous, notre projet d'intégration, on a été vraiment explorer c'était quoi explorer l'accès aux soins de santé primaires dans la province. Ça fait qu'on avait on avait identifié qu'il y avait comme des différences entre les différentes régions de santé quant à l'accès aux soins de santé primaires. Ça fait qu'on a vraiment été faire une étude pour essayer de déterminer c'était quoi les éléments qui influençaient cette différence entre l'accès dans nos régions de santé au Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'on a vraiment pu y rédiger un article scientifique en tant que groupe. Puis vraiment, on a fait des sondages avec les médecins, avec des infirmières praticiennes. On s'est même rendu sur le terrain, ça fait que c'était vraiment intéressant. Puis on a pu faire l'article scientifique avec nos recommandations face à ça, puis les résultats qu'on avait trouvés. Finalement, pour vous parler d'où je suis rendue aujourd'hui, ça fait que même avant que j'ai complété ma maîtrise, ça fait en avril 2020, j'ai été offert le poste de conseillère à l'expérience patient au réseau de santé vitalité, plus précisément pour la zone 1B, qui est la zone de Moncton et environ. Ça fait que le poste de conseillère à l'expérience patient fait vraiment partie du secteur de la qualité et de la sécurité des patients. Puis que ça implique vraiment diverses tâches, mais ultimement, on vise l'amélioration des soins de santé qui sont offerts à la population. Je peux vous dire que la tâche majeure ou la majorité de mon poste, c'est vraiment de coordonner puis d'implanter les stratégies d'évaluation puis satisfaction d'expérience des patients. Mais c'est aussi moi qui coordonne le processus de gestion des plaintes et des consultations des patients et des familles. Ça fait qu'avant que j'ai rentré en poste, on entend parler des plaintes dans le système de santé, mais des fois, c'est peut-être quelque chose qu'on n'est pas trop certain comment ça fonctionne ou comment vraiment le processus il avance. Ça fait que pour vous donner une petite idée, on a deux grandes catégories de plaintes. Donc, ça peut être des plaintes générales, aussi des plaintes médicales. Ça fait que médical, voulons dire que ça implique un employé du corps médical, un médecin. Puis ça peut être
tout tas de différentes catégories. Peut-être le médecin n'aura pas répondu aux attentes du patient ou du membre de la famille. Puis au niveau des plaintes générales, c'est vraiment très, très varié. Donc, on a différentes catégories aussi, que ça peut aller au niveau de la nourriture, peut-être qu'il n'a pas répondu aux besoins ou aux goûts du patient. Ça peut être au niveau de l'entretien ménager, peut-être qu'il n'avait pas été fait. Aussi, ça peut être au niveau, par exemple, du comportement d'un employé. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup, c'est vraiment très, très varié. Ça fait qu'il n'y a pas une journée que j'arrive au travail que je sais quoi ma journée va avoir de l'air. Ça fait que c'est vraiment moi qui assure une documentation optimale des plaintes puis des processus, puis que j'assure que tous les suivis nécessaires sur la plainte ou la constatation sont faits. Ça fait que j'appuie vraiment les gestionnaires puis le personnel dans le processus de gestion de plainte. Puis c'est aussi moi qui est comme la personne ressource pour les employés dans la zone, qui ont toutes questions par rapport aux plaintes ou comment aider les patients, les familles, etc. Donc justement, j'ai mentionné que je coordonne puis j'implante des stratégies d'évaluation de la satisfaction de nos patients. Ça fait qu'on a des sondages de satisfaction dans tous nos départements qui sont justement répondus par les patients. Donc, que ce soit un patient qui est admis ou un patient qui vient pour une consultation à l'urgence ou à une clinique quelconque. Donc, s'ils le veulent, ils peuvent remplir les sondages. Puis par la suite, nous, on compile vraiment les données. Puis on produit des rapports, puis ensuite des recommandations pour des pistes d'amélioration selon les résultats ou peut-être qu'est-ce qui va moins bien, mais comment on peut améliorer les composantes. Ça fait que ça vient vraiment à contribuer à une culture de soins puis de services qui sont axés sur les besoins des patients, puis aussi à l'offre de services sécuritaires. Ça fait que rapidement, c'est ça qui est mes responsabilités. Mais si vous avez d'autres questions après, ça me fera plaisir de les répondre. Puis vraiment, si je peux parler à comment la maîtrise, ce que la maîtrise m'a apporté dans mon poste actuel. Comparativement à Richard, j'avais pas nécessairement d'expérience de travail dans le domaine de la santé avant que je me suis lancée dans la maîtrise. Ça fait que ça m'a vraiment permis, surtout avec mon stage, d'avoir une expérience dans le domaine, puis d'appliquer mes connaissances que j'ai apprises théoriquement ou dans mes cours à mon quotidien. Donc, que ça soit au niveau, si pendant la maîtrise, on traite de nombreux enjeux dans le système de la santé, puis comment des solutions pour améliorer les enjeux. Ça nous permet aussi de développer vraiment une pensée critique, puis vraiment de garder à tous les angles d'une situation pour aller voir toutes les solutions qui sont possibles. Je sais quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi, que j'applique souvent dans mon poste à la maîtrise. On avait eu plusieurs cours avec des chargés de cours, puis c'était vraiment des personnes ou des individus avec de l'expérience de terrain, donc des personnes qui travaillent dans le système de la santé, qui peuvent nous partager leur expérience. Puis ça m'a vraiment aidé aussi à appliquer mes connaissances dans mon poste. Ça fait que c'est ça de façon générale. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Merci Véronique, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup Véronique et Richard. C'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des questions du public, de vous? Vous pouvez soit ouvrir votre micro, poser la question. La question peut être adressée à nos anciens, à moi, à notre directrice adjointe, à Michel, ou vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat, là, sans problème. Si je peux commencer avec juste une petite question. Qu'est-ce qui vous aide comment la maîtrise vous aide à vous démarquer sur le marché du travail? Je ne sais pas
Comme spécifiquement, y a-t-il quelque chose que vous pouvez me dire concrètement que vous avez vraiment réalisé qu'une chance que j'ai ma maîtrise en gestion? Je peux peut-être commencer. Mais comme j'ai mentionné, j'avais pas d'expérience de travail dans le domaine de la santé avant que j'ai complété ma maîtrise. Ça fait que je peux vraiment dire que je crois fortement que mon expérience de stage m'a vraiment permis d'acquérir les connaissances que j'avais besoin puis rencontrer les exigences pour mon poste. Ça fait que juste avec cette expérience de 12 semaines, puis toutes les connaissances acquises dans mes cours, ça m'a donné l'expérience que j'avais pour acquérir le type de poste dont j'ai eu la chance d'avoir. Fait que sans ça, je pense pas que j'aurais eu le poste que j'ai eu directement. Véronique, tout à l'heure, tu as dit que tu avais eu ton poste même avant d'avoir terminé ton programme? Oui, et ça fait que on termine habituellement la fin avril, la maîtrise, les examens. Puis je pense que à la mi-avril, j'avais déjà été offert le poste à la suite du processus d'embauche puis d'entretien. Ça fait qu'il me restait encore 2 semaines, mais j'ai eu mon poste avant. Intéressant. Moi-même, de mon côté, je pourrais dire un enjeu qui était assez difficile, mais que j'ai utilisé mes connaissances en MGSS, c'était le dossier des commotions cérébrales. Donc, ça, c'était un de mes gros dossiers que j'ai touché une fois que j'ai eu la position. Et quand on parle de prévention des commotions, c'est un domaine qui est assez complexe parce qu'on parle de coordonner l'effort avec la sphère de la santé, l'éducation, donc le ministère de l'Éducation, et les sports, donc toutes les organisations sportives, les récréatives et autres. Donc, comment essayer de rejoindre ces 3 sphères ensemble pour essayer de développer un consensus sur quelle devrait être la méthodologie pour appliquer, pour faire un dépistage et l'évaluation et ensuite le traitement des cas de commotion. Tu peux imaginer simplement le dire, c'est une chose, mais le faire et de comprendre la dynamique entre la sphère politique, la sphère, comme je pourrais dire, avec les sports. Donc, eux, c'est une différente perspective qu'ils ont. C'est vraiment la participation la plus grande, tandis que la sphère académique, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans les écoles. On veut prioriser l'éducation, mais on sait qu'il y a des cas de commotion qui se passent dans nos écoles. Donc, c'est les faire réaliser, c'est quoi, qu'est-ce qu'on demande, utiliser les données pour les mobiliser, pour qu'ils acceptent ce qu'on propose, et ensuite utiliser des données probantes, la recherche de littérature et autres, pour essayer de proposer quelque chose que tout le monde serait d'accord. Donc, comment développer ce consensus? On a un cours de pouvoir et conflit, on a des cours de gestion du risque qui nous expliquent comment utiliser ces différents outils qu'on apprend pendant notre formation pour les utiliser pour arriver à ce qu'on aimerait avoir. Donc, pour moi, c'était à la fin d'un processus qu'au début, je pensais que ça allait durer peut-être 6 mois, 8 mois. Ben, 1 an et demi plus tard, j'arrivais pratiquement vers la fin de cet exercice-là. Donc, vraiment, c'est de comprendre aussi que quand on fait affaire avec le gouvernement, ça peut prendre beaucoup plus de temps avant d'arriver à un résultat final, mais si qu'on utilise la pensée collaborative, l'esprit d'équipe et d'utiliser nos connaissances pour arriver avec un consensus, on peut arriver avec un projet final de qualité. Donc, c'est juste ça que je peux dire. Si on utilise ce qu'on apprend, on peut essayer d'éviter certaines barrières, certaines problématiques, et puis justement capitaliser sur les autres personnes qui ont la même pensée que toi pour arriver avec quelque chose de qualité. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Gary? Moi, j'ai une question pour Véronique.
puis au sujet de son emploi. En autre mot, comme les fonctions que vous avez décrites, vous utilisez vos connaissances pour faire des recherches, comme au niveau de la satisfaction des patients, puis probablement que ça fonctionne à l'interne aussi au sujet des employés. S'occupez-vous des plaintes employés aussi, comme les ressources humaines? Ou? C'est avec moi, dans mon poste, je traite tout ce qui a à faire avec l'expérience patient. Ça fait vraiment ce qui est lié aux soins et aux services qu'on offre aux patients et à leur famille. Au niveau des plaintes liées aux employés, c'est vraiment avec le secteur des ressources humaines. À l'interne, OK. Oui. Comme là, vous êtes au niveau des patients, ça fait que vous travaillez possiblement pour, je ne sais pas si vous travaillez pour Vitalité ou Horizon, mais pour être capable d'effectuer vos fonctions adéquatement, est-ce que vous avez, comment est-ce que je dirais ça? Attends une minute, je vais rien qui penser là. Est-ce que faut que vous soyez fragmenté, qui veut dire à l'extérieur, en cas d'une situation un peu sévère avec une relation client et patient? Professionnel-patient? Ça fait que Est-ce qu'il faut que vous soyez fragmenté à l'extérieur avec les coercitions de l'organisme? Ça fait que si que je comprends bien votre question, c'est que moi, Jenny l'avait mentionné au tout début, là, mais je suis avec le réseau de santé Vitalité. Nous autres, c'est une zone quand même plus complexe à Moncton parce qu'on a Horizon et Vitalité dans la même zone. Mais moi, dans mon poste, j'agis vraiment comme, on peut dire, le middleman ou le lien entre le patient, donc l'externe, puis le système de santé, donc nos établissements. Ça fait que c'est moi qui assure la coordination du processus. Ça fait que je reçois toute demande, toute plainte des patients. Puis c'est moi qui assure que les personnes concernées ou la personne qui doit faire le suivi fait son suivi. Moi, je suis vraiment la personne qui fait le lien entre le patient, la famille, puis le fournisseur de soins ou la personne qui est concernée. OK. Donc, si je comprends bien, Véronique, tu es comme la médiatrice entre les deux, mais tu es embauchée par le réseau de santé Vitalité. C'est ça, oui. On pourrait le dire comme ça. Ça fait tout. Je fais le lien entre les gestionnaires, les directeurs, les médecins, puis les patients. Puis... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, moi, j'ai une question pour Véronique. Ton article scientifique que tu as parlé un petit peu plus tôt, est-ce que c'est possible d'avoir une copie ou comment pourrais-je faire pour avoir une copie ou pour voir ton beau travail? Oui, on est dans le processus. On avait été accepté par une revue. On est dans le processus vraiment. Mais je ne pense pas que c'était finalisé. Là, les dernières nouvelles que j'avais eues de Claire. Je pense qu'il est en attente de publication. Là. Il a été accepté, puis tout, là, mais c'est ça, là, il va être publié sous peu, j'ai l'impression. Ça fait que je pourrais, une fois que j'ai des nouvelles, on pourra t'envoyer tout ça. Ouais, je suis sûr que Jenny pourrait faire une annonce à tout le monde pour dire « Hey, tout le monde, venez voir votre beau travail! » C'est certain qu'il y aura une annonce sur notre page Facebook parce qu'il y a Véronique qui a participé, mais il y a aussi les autres étudiants qui sont dans ce projet d'intégration-là avec la professeure qui les guidait cette année-là, qui est Claire Johnson. On était 3 étudiants puis la professeure. Intéressant, intéressant. Et juste pour dire aux autres qui écoutent, le dernier gros projet, je ne sais pas comment c'est quoi le nom, là, projet d'intégration. Projet d'intégration, c'est vrai. Moi, mon projet d'intégration, c'était autour de la formation interprofessionnelle.
Donc, essayer de rejoindre des étudiants en nursing, en kiné, en médecine et autres en santé pour essayer de voir c'était quoi la dynamique de groupe quand on parle de traiter des cas virtuels. Donc, j'ai inventé comme des personnes avec tel type de problème. On sait que la coordination de l'offre des services de santé, quand on parle d'un patient qui a une attaque de cœur ou qui a l'urgence, c'est très bien coordonné. On sait tous c'est quoi les rôles et responsabilités. Ça se fait dans un temps très restreint, parce qu'on parle de secondes et de minutes. Mais quand on parle de traiter un patient avec une maladie chronique ou quelque chose autre, c'est encore le médecin de famille dans sa clinique. Et puis, c'est encore du travail en silo, parce que pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait changer. Donc, c'est là où est-ce que j'ai fait mes études. Donc, encore, quand on parle d'utiliser nos connaissances, ce n'est pas juste les cours, c'est même nos intérêts qu'on développe. Et puis, tu peux imaginer, j'utilise ces mêmes connaissances, ces mêmes efforts que j'ai fait pendant ma maîtrise avec ce que je fais tout de suite. Comme par exemple, tout de suite, je suis en train de travailler au niveau de la prévention des chutes chez les personnes âgées. Tu peux imaginer, c'est un effort qui demande la participation de plusieurs professionnels dans la santé. On parle des infirmières, des médecins, des ergots, des physios, on parle des pharmaciens, des spécialistes de la vue. Donc, pour essayer d'offrir un service compréhensif, pour essayer d'attaquer les différents facteurs de risque de chute. Donc, quand on parle de développer un consensus sur qu'est-ce qui devrait être la méthodologie utilisée ici au Nouveau-Brunswick pour essayer de réduire les chutes, c'est d'essayer de rejoindre ces différentes personnes autour d'une table virtuelle, bien sûr avec COVID, pour essayer d'arriver avec quelque chose de qualité qui pourrait être ensuite communiqué avec les autres personnes qui n'étaient pas autour de la table pour voir à la mise en œuvre. Donc, tout de suite, je peux dire avec ce que je travaille, je viens juste d'arriver avec un consensus avec Horizon. Je suis en pourparlers avec Vitalité pour qu'eux acceptent les mêmes lignes directrices de pratique clinique, de meilleures pratiques cliniques, pour ensuite avoir des communications au niveau de la mise en œuvre. Comment, une fois que tout le monde accepte, c'est quoi les lignes directrices? Bien, comment est-ce qu'on va faire pour les mettre en place, les appliquer, pour s'assurer que tout le monde, que ce soit Horizon, Vitalité, ont la même information et savent exactement comment faire pour faire un dépistage et une évaluation du risque de chute. Ça, c'est juste un exemple, mais de plus, je mène aussi un groupe au niveau des provinces de l'Atlantique pour m'assurer que le même effort est fait à l'île du Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve. Donc, c'est moi qui mène ça, vu que c'est ça ma passion tout de suite, c'est au niveau de la prévention des chutes chez les personnes âgées. Donc, essayer d'offrir ce leadership au niveau des provinces de l'Atlantique, c'est quelque chose que je fais. Donc, vraiment, c'est de partir avec une stratégie, un plan, de l'appliquer, d'arriver avec un consensus, puis ensuite essayer de l'étendre à travers des autres provinces de l'Atlantique pour ensuite arriver avec une approche collaborative au niveau national. Donc, c'est ça ma vision. J'ai encore du temps à passer pour que ça arrive, mais vraiment, avec le MGSS, ça peut te débloquer beaucoup de portes d'ouverture, que ce soit pour travailler avec Vitalité au niveau de ce que Véronique vient juste de vous présenter, ou que ce soit de faire quelque chose comme moi, puis de penser, faire des présentations à des conférences internationales. C'est vaste. Donc, c'est la seule personne qui peut vraiment vous limiter, c'est vous-même. Puis, je vous encourage de faire de la recherche, de regarder, puis vraiment ce que vous pouvez redonner à votre province, à votre région, à votre communauté, avec une formation en MGSS est vraiment grande. Merci, Richard. Je vais juste faire une petite précision sur le projet d'intégration. On en parle, puis on l'a plus ou moins expliqué. Dans le cadre du programme, le stage va vous permettre d'avoir justement un lien avec le milieu, mais le projet d'intégration également.
C'est un cours qui va s'offrir sur 2 sessions lors de votre 2e année de votre programme. Donc, c'est un cours de 6 crédits. Vous avez 3 crédits avant Noël, 3 crédits après Noël, mais vous travaillez sur le même projet avec votre cohorte d'étudiants, tous les étudiants qui sont en 2e année dans le programme de maîtrise en gestion des services de santé, seront appelés à travailler sur un projet qui est souvent une problématique ou un projet qui est né du milieu, que le milieu, soit Vitalité, soit Horizon, ou des fois c'est dans d'autres organisations qui touchent la santé, qui vont vous présenter un projet. Tu sais, on a parlé, Richard a parlé de son projet, Véronique a parlé de son projet, puis c'est différent à chaque année, fait que ça permet aussi d'avoir un lien concret avec le milieu. Vous allez interviewer des gens, vous allez rencontrer des directions. Ça vous permet aussi de vous créer un réseau là, que vous avez débuté à créer dans le cadre de votre stage, mais que vous allez continuer aussi à développer dans le cadre du projet d'intégration. Puis ça, ben, c'est gagnant, là, probablement si vous voulez obtenir un emploi assez rapidement avec votre programme après. Je pense que Christine, tu avais ta main levée. Je ne vais pas prendre le temps de... Christine, je pense que tu avais quelque chose à dire tout à l'heure. Je voulais juste rebondir sur ce que Richard et Louis, pardon. Non, Richard. Oh, excuse-moi, Richard. Richard et Véronique nous partageaient en lien avec ce que la maîtrise pouvait leur apporter. Puis, je voulais juste partager aux gens qui sont avec nous ce midi que dans nos cours de maîtrise, c'est sûr qu'on va parler théorie, on va parler connaissance, application de la théorie, mais parce que c'est une maîtrise professionnelle, puis c'est aussi l'approche qu'on veut apporter dans nos cours, il y a plusieurs opportunités où on vous offre des occasions de transposer ou de traduire ces modèles théoriques-là dans la vraie vie. Ou sur le terrain. Le stage, c'est un excellent exemple. Le projet d'intégration, c'en est un autre. Fait que, d'une part, dans les cours, on va vous donner des outils. Vous allez voir qu'à la fin de votre programme, là, vous aurez un gros coffre à outils avec plein de différents outils dedans. Mais on essaie aussi, dans chacun des cours, de vous apporter des opportunités de comment ces outils-là peuvent être utilisés concrètement sur le terrain. Il y a eu référence à nos chargés de cours. On a des excellents professionnels, de la crème là, qui ont réussi à recruter des gens qui se sont engagés, impliqués, qui veulent contribuer à nos programmes d'études. Fait que c'est des gens qui travaillent dans le milieu, qui ont une connaissance de l'expérience cumulée sur le terrain, puis qui viennent partager, oui, la matière du cours à enseigner, mais aussi leur expérience plus concrètement. Fait que ça, c'est super intéressant pour nos étudiants. Richard et Véronique peuvent en témoigner, bien, ils l'ont fait durant leur présentation, à quel point ça vient donner peut-être une meilleure connaissance de, OK, le modèle théorique dit ceci, mais dans la vraie vie ou sur le terrain, ça peut s'appliquer autrement et comment ça s'applique. Fait que nous, on vous donne des connaissances sur le rouage des systèmes, sur le mode peut-être plus institutionnel de comment ça fonctionne, le domaine de la santé. On va vous donner aussi des outils théoriques, des connaissances théoriques sur qui sont les acteurs impliqués dans ces services-là. C'est quoi le jeu de pouvoir, les relations interprofessionnelles qu'il peut y avoir entre ces gens-là, mais également la nature plus pratique du programme ou plus professionnelle du programme qu'on essaie dans différentes occasions de vous partager. Donc, ça, bien, ça permet d'élargir votre réseau aussi. Ça vous permet d'entrer en contact avec des gens du milieu. Ça vous permet déjà d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on aime plus versus qu'est-ce qu'on aime peut-être un peu moins, qu'est-ce qu'on veut explorer comme opportunité d'emploi futur. Donc, ça, de ce qu'on entend de nos anciens, en tout cas, c'est des pratiques qui sont appréciées. Fait que c'est tout. C'était juste ça le commentaire que je voulais faire. Ben, quand tu parles de coffre à outils, c'est vraiment venu me chercher parce que la maîtrise, c'est ça, c'est un coffre à outils que vous allez utiliser tout au long de votre vie professionnelle. Puis je pense que c'est vraiment ça que ça vient vous offrir en tant que jeune professionnel, puis que ça va continuer à être là. Pour tous les aspects de votre job que Richard a mentionné, que Véronique a mentionné. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis aussi de l'impact direct qu'une personne peut avoir
juste en s'inscrivant à la maîtrise. Véronique, tu parles du rapport qui va être publié bientôt. Moi, je trouve ça vraiment génial. Puis c'est très motivant pour un étudiant ou une personne qui veut faire une différence, là. Il est déjà 13 heures, mais s'il y a d'autres questions, on est encore là. Mais sinon, vous pouvez toujours nous écrire soit à l'adresse d'études supérieures ou l'adresse que Jenny a indiquée dans son message. Puis moi, je tiens à remercier Véronique et Richard pour les excellents témoignages. C'était vraiment inspirant. Puis j'espère que ça va motiver certains d'entre vous de poursuivre vos études au niveau de la maîtrise. Puis Jenny, d'avoir organisé cette séance-ci avec moi. Puis Jenny, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Ben, merci à toi, Michel. Puis oui, je souhaite vraiment remercier Véronique et Richard pour votre belle participation et aussi tous les étudiants qui ont participé. C'est agréable de faire des petites activités comme ça puis d'avoir une belle participation. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, d'autres questions qui vous viennent à l'idée au cours de la journée ou au cours de la prochaine semaine. On a partagé nos coordonnées. Gênez-vous pas. Vous pouvez nous écrire un courriel. On pourrait même avoir une petite rencontre Teams si vous le souhaitez. Donc, je vous dis au revoir. On espère vous retrouver dans nos futures cohortes. Bye. Bye. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.